so much, everyone, for making the time and for joining us. And this, again, is another discussion by the CoP, the Community of Practice. So we usually organize discussions every 1.5 months, every 2 months or so. And the current one is Innovative Financing to Ending FGM. There, next slide. So basically what we're going to do is we'll introduce the community of practice. Then shortly after, we'll introduce the topic of this webinar, which is innovative financing. And then we'll be talking about our speakers, because we have a few people who will be sharing their experiences and, you know, a few ideas on this topic, innovative financing. We will then have the speakers take their time to present or to answer some of the questions that we have for them. Then from there, we will see if we need to create breakout rooms. So we thought we will have 2 separate spaces. One that says, hey, look, what is it that we want from funders? What do we want them to hear from us? And the second one that talks about small organizations. What should we do to get better, to be financed better? Are there things that we are not doing correctly? Are there things we should be doing better? And then we'll get back, we have a conversation, we have, you know, an exchange or debates, and then we'll conclude with some news and some updates. Hopefully by that time, my colleague Marianne will be here. But in any case, I think we'll try to have this conversation as planned. Donc, je disais pour ce qui parle français que notre programme est vraiment très simple. On va faire juste l'introduction de la COP et ensuite on va parler du sujet ou du thème d'aujourd'hui qui est financement innovant pour justement voir les MGF vraiment prendre fin dans nos communautés. Et puis, on va parler un peu des personnes qui vont intervenir et ensuite, elles vont faire leur présentation. Et après cela, on va voir si on va se mettre dans deux groupes différents pour justement parler de nos demandes. Qu'est-ce qu'on demande aux bailleurs de fonds? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que les petites organisations devraient faire? Est-ce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas bien ou y a-t-il des choses que nous pourrions faire encore mieux? Voilà, next slide. There is Florence here, or maybe more. Florence. No more. I don't know if You're welcome, Florence. She's not here anymore. But okay. Right. Let's just continue. Everyone will just be joining us as we go. Thank you so much, Bea. So let's just look at the house rules. By now, I'm sure you all know the house rules. We try to keep our mic, of course, on mute unless you're talking. Then we ask the questions. You can just put it in the chat or maybe raise your hand. And if you want to share your experiences after we have gone through, you know, the groups of the discussions, you can always do it after when we are done with other presentations. Just make sure that you let us know that you want to say something, and then we'll give you the floor. Of course, we know this group does this. We respect each other. We don't even need to say it once again. Bea, next. All right, next. So let me talk a little bit about the community of practice. The community of practice was founded in 2017, and the community of practice on female genital mutilation, we call it the CoP FGM. It's a bilingual network, and that's why you see we try to speak French, and then we try to speak English, and then we mix. Mais la plupart des fois, nous sommes une communauté bilingue. That's what I was saying in English. So we are a group of professionals and activists from all the continents, really, Europe, from Africa, from America. So we get together to share ideas. So this is one of the activity by the Building Bridges between Africa and Europe to tackle FGM, which is a project that is supported by the UNFPA and UNICEF joint program on FGM. So the CoP on FGM aims to put an end to FGM. We promote women and girls' well-being, and really we uphold their rights as human rights, as it should be. So why the community of practice? Because FGM is a global issue.
there are so many girls and women who get cut in the world. And one of the conversations were that FGM is not an issue of the countries that most of the time or currently, as we speak, practice FGM. The reality is FGM is an issue that even is practiced in the global north. Or you could see that there are people who are in the global north in some countries that are not said to be practicing FGM, but that keep that global movement or the migration just to get the girls cut. And that is why we call FGM a global issue. So also FGM prevention and care can be improved. And we say this because at the COP, we know that if we exchange knowledge, if we share experiences, if we have best practices from different regions, then it's likely to get better because we can learn from each other. Bear next. So the objective of the COP are really very simple. We promote the exchange of knowledge, like I've just said, experiences between the stakeholders from Europe, from Africa and beyond, through what we'll call like a horizontal or multi-sectoral approach. We are in different sectors. In the group right now, we have people who are teachers. We have people who are generally, yes, in education. We have medical practitioners. We have activists. We have leaders of grassroots organizations. So really, we come from different places. We horizontally share the knowledge, and then we pride ourselves to be some sort of collective intelligence, which means if there is a system that we know for sure has worked well in Kenya, can that same system, for example, be picked and be adapted or contextualized in Mali? So we think that is something that the COP has contributed to, and that's also one of our objectives, to really keep being the collective intelligence on the issues of FGM. So because of that, then we do lots of mutual learning. And as I mentioned earlier, we are a bilingual community with Francophone and people who speak English. So English speakers and French speakers. Go next to the next slide, Bear. All right, so if you haven't visited our site, which I'm sure you have, most of you, you will see the discussions or the topics that we have covered before. There's the gender transformative approaches to ending FGM. We talked about media and FGM, law and FGM, the psychosexual health, different types of FGM. And currently, we are discussing innovative financing to ending FGM. Next. So innovative financing to put an end on FGM, we highlighted some principles of innovative financing and how it's understood. Where did the word come from? Why did people start thinking about innovative financing? And we discovered that it's because there's so many competing priorities in the world that the funding seems to be getting smaller and smaller, or because of people knowing or learning how to tap into those resources that used to be common resources. Now we find grassroots organization being really squeezed in the corner, and we don't have money or the funds to help us run these important activities or work that we do. So we talk about a lot of these things in our technical notes that we shared on the innovative financing. And then we also did an analysis of the importance of innovative financing for small and grassroots level organizations. We also noted that innovative financing actually comes as a recommendation of the international stakeholders dialogue. So for some of you who have been attending the international stakeholders dialogue, then you know that every year the members of the community, of the COP and others get together to work and to give recommendation to the donors working group.
So the one for last year really recommended that we need to find innovative ideas, creative ideas to have access to the financing of the work of the organizations that work on FGM. Then this same innovative financing to end FGM draws strategies for small organizations. How do you get access to this financing? How creative do you get? We also highlighted the need to be or to build a sustainable partnership, work in consortium, or work with other organizations in the same space as a strategy to raise more funds. Bear next. All right, so today's webinar, as I was saying, will focus on innovative financing for organizations working on FGM. And I would really like to emphasize again that the recommendations or the ideas that we will get from here will be shared with the donor working group that will be happening in December. And that is because we took this opportunity to use it to get your recommendations, because the ISD did not happen in 2022. So because of that, then we'll use this opportunity to get your ideas of what you think your asks should be to the funders. Then we'll compile them in a document, as we usually do every year, and share them with the donor working group meeting that will be happening in Luxembourg in December. All right, so investing creatively to tackle FGM. What innovative models can be used to get funds for the anti-FGM movement? We will, you will see if you go on our website, we produced a few documents like innovative financing and FGM. What is it all about? We talked about, towards innovative financing to ending FGM. How do we get there? What's the roadmap? How does it look like? Access to funding, what strategies for small organization, and then working in partnership, a strategy for raising more funds. There is one more article that is coming at the end of the week that talks about feminist approach to innovative financing. Let's go next, Bear. So innovative financing, we have our speakers today. The first one that I would really like to introduce is Aissatou Diallo. Aissatou Diallo is an intercultural mediator, social educator, and she's the founder also of ACAMA, which stands for Humanitarian Association Against Female Genital Mutilation of African Women. And the part she leads is in Spain. The COP recently attended the ACAMA meeting in Spain, in Barcelona, and it was a very interesting space. And some of the things we discussed actually will be discussed here. So we invited Aissatou to come and tell us how exactly does one start at the grassroots level when there is no funding? How were you, Aissatou, able to put together all these beautiful ideas, this beautiful conference, creating this space where women talk about violence that has been perpetrated against them and FGM? How do you organize such a space and how do you grow the movement? I will just take 1 minute to really repeat what I've just said for Aissatou in French. Alors, notre première intervenante s'appelle Aissatou Diallo. Elle est une interlocutrice, modératrice, elle est éducatrice et c'est la fondatrice de ACAMA, Humanitarian Association Against Female Genital Mutilation of African Women, et elle vit en Espagne. Alors, Aissatou Diallo parle français et espagnol. Et en fait, la raison pour laquelle nous avons invité Aissatou, c'est parce que la COP a récemment fait partie d'un forum qui était justement organisé par Aissatou et son équipe de ACAMA à Barcelone. Et la raison pour laquelle nous allons avoir Aissatou aujourd'hui, c'est justement pour nous parler de son parcours, mais aussi vraiment comprendre comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on organise une conférence de cette taille-là, comment est-ce qu'on commence tout un mouvement sans toutefois avoir tous les fonds dont on a besoin. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a-t-il quelques idées qu'on peut toujours partager avec les autres, justement, pour pouvoir agrandir
grandir le mouvement. Alors, the second speaker, go to the next one, Bea. The second speaker is Esther Wambui Kimani, who is the founder of Zamara Foundation. She's a feminist working in a feminist organization, and this organization strengthens women's and girls' voices in marginalized communities to challenge and to transform the status quo. So Esther builds movement for social change, and she works on women's and girls' rights and advocacy. Thank you, Esther, for being here. The last one next is Steffi Kweviakoe. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, Steffi. Sinon, je suis vraiment désolée. Il faudra que tu me corriges. Elle est chargée de programmes de renforcement des capacités, synergie, suivi, évaluation et apprentissage. She's the program officer at Kwese, le Fonds pour les femmes francophones, the Francophone Women's Fund, which is headquartered in Togo. All right, so next, Steph. All right, so please go back. Sorry, we are not at that level yet. No, derrière. Wait 1 minute, please. D'accord. OK. Donc, voilà. L'idée, c'était de commencer avec Aïssatou. Mais je sais que Esther a demandé si elle peut passer en premier, Aïssatou, parce que son Internet n'est pas stable. Elle est quelque part dans la jungle en Thaïlande. Est-ce que c'est dans la jungle où tu es? Voilà, I'll say that in English again. So, on va laisser Esther passer en premier et ensuite, on va parler avec vous, Aïssatou. Thank you so much, Bea. So Esther, I was talking about you. I'm sure you heard. You are muted. Oh yeah, I had. Yes. I had my name. I was like, okay, that means yes, yes. Bea, tu peux même garder ça comme ça. Hein, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'écran. So Esther, we were saying that you will come first, just in case your internet gets a bit shaky. I was saying that you are somewhere in the forest in Thailand, or maybe you are even in Bangkok, and I'm creating wrong and false narrative. No, I'm in Pattaya, Thailand. So okay, right. Yeah. So let's start with you then. Thank you so much for taking the time to be here. I know it's very late. Is it late or very? It's not very, but it's almost. It's 6:30 p.m. 6:30 p.m. Thank you so much for joining us, even in this late hour, to just make sure that we have this conversation. So let's talk and tell us, how do you, as Zamara or as Esther, you do a lot of partnering, or rather, you work with other organizations, for you to be able to do what you do. So first, maybe tell us exactly what Zamara does, and tell us why you choose to partner and how you do it, and why you see it as important. Yeah, okay. Thank you for having me. Good morning where you are, or afternoon where you are, and evening to me. As she mentions, I work with Zamara Foundation, which is a relatively young organization that started way back in 2016 and got registered in 2019. And what Zamara does, so that then I spend a little bit of time to speak about that, I usually introduce Zamara in 3 things. So what Zamara is doing is that we build a constituencies of young women and girls to be able to understand that they do have a voice, to challenge inequalities, oppressions from where they are, starting from home, where they are able to really influence change. That then they understand that they have the choice when it comes to their bodily autonomy and integrity. So it means that we do a lot of work around sexual reproductive health and rights, and also ending child marriage, especially for the married girls, to be able to know that they do have a choice to space, and have a number of the different number of children they want to have, because where I come from, they're already in these illegal unions. And then
also for them to also know, okay, fine, if I have a 4-month-old baby and, you know, I'm pregnant again, what choices do I have? You know, do I, if I want to have, you know, safe abortion, can they do that? So that's the whole component around choice, for them to know that they do have a choice in terms of their bodily autonomy. And then the last piece of it is that we want to ensure or work with young women and girls to ensure that they have agency when it comes to really influencing progressive policies at the community level, at the county level. In Kenya, we work in different counties. And then even at the, you know, at the global level, how can they be able to really, you know, influence those policy changes when it comes to advocacy? So that in a nutshell is what Zamara does. And our mantra is voice, choice, and agency. And you really asked me a very good question in terms of how important collaborations and partnership is. I think for me, first and foremost, I would want to acknowledge the fact that doing this work around gender equality really and challenging, you know, inequalities, gender-based violence, FGM, you can't do this work on your own, really, because then you really have to work together with, you know, partners, you work together to ensure that then there's a lot of impact. So, and in understanding this, we believe that collective action and solidarity is what will get us to where we want to go, ensure that, you know, we have zero maternal deaths due to, you know, unsafe abortion, or we have, you know, zero FGM, or even zero child marriages. So, you know, we believe in working together with, you know, with others. And, you know, and for us, being an organization that is centered around feminist principles, you know, our collaborations are also in line with this. So one of the things that I usually say in terms of, you know, ensuring that we partner with people is that, you know, is our organization and your organization, are our values in sync? Are your values and my values, you know, are they aligning? Because if they're not aligning, you know, then it means that we might not be able to collaborate. So it's understanding, you know, is your organization and my organization have the same beliefs? Do they have the same understanding? Are we all working towards gender equality? And is there an intersectionality? Because one of the things that many people also don't understand is the fact that these issues interlinked. Whether you're working on, you know, whether you're working on sexual reproductive health and rights, you're working on ending child marriage and FGM, when you're working around, you know, climate justice, it's in how you intersect, because all these issues actually are affecting each other. So, you know, in this working, so I have my points here, sorry. And then these ways of working on partnership and collaboration, they're important because they uplift each other. One of the things that we've noticed is that being a young organization is that, you know, strengthening systems to get individual funding was really difficult in the beginning, because you're still starting up. You're supposed to have 10 or 15 policies. You only have 3 organizational policies. So how do we then leverage each other to ensure that then if the funding is coming, then the organization that has more, whose values are aligning, that have more, you know, systems can be able to actually be able to house the fund for us to do the work together. And it's also important because then, apart from collective impact that I've also said in financial support, we also leverage on each other's strength, you know, in terms of mobilizing, and also in terms of also legitimizing the work that we do. In that, if your impact is this really small, and for someone to be able, for, you know, of course, you know, for me, of course, which is, I understand that, you know, for me, if I am able to solve one girl, that's fine. But then also, who will know that you were able to help that one girl? You know, it's in partnering with these organizations that then you are able to legitimize your work, 1, 2, and also create visibility. So I think for me, in terms of, you know, why they're important, you know, to just summarize, and maybe I can also, I don't know if you want me to go through all the points based on the questions you sent, but maybe just to put them in order, is the fact that, of course, 1, it's important for collective action and financial support, you know, in terms of really, you know, holding that money if the other organization is a bit, you know,
larger and have stronger systems. Two is around also leveraging strengths and learning from each other and learning from mistakes. Because one of the things that we don't do within this movement is that at times we don't even have time to learn because we are always running, implementing. But it's in, working together and collaborating with other organizations that have been doing this work for such a long time, is to be able to learn from their mistakes so that then you don't do that. So you learn, relearn, and unlearn. And then also just to put it also in perspective is that as we are thinking about using these ways to to get funding, we need to also choose partners that whose visions, missions really align to us. Because if you don't do that, then of course, then that partnership will not work. And I'm also not saying that that's the only way to get money, to also say that as we are learning with this organization, is for us who are still young organizations or who are starting to learn into strengthening our own systems, because we also want to grow and we also want to be able to receive this money and manage this money. So, just to answer your question in terms of how important, working with collaborations, that's what I can say. And, you also asked me a question, before when I was, putting my points together in terms of what are some of the strengths in, working in partnerships, in my experiences as to fundraise. I think, one thing I've also realized and learned is that, working in partnerships at times also helps you access more resources. For example, a funder, I'll just give an example. A funder has 100,000 and you're starting and your budget for the year is 50,000. Most of the time, and unless that funder really, you have a long-term relationship, they might not give you, because then it means your budget is lower than what they can provide. So it just means that then if you work collectively, then you can access actually more money, because then if that money goes to the other organization, then you're able to access that. The other strength, in collaboration is the fact that really we've seen, the fundraising, the donor in fundraising, philanthropy arena really changing now. And we've seen donors really funding joint ventures for a longer period of time. You find that, if you collaborate and you do a joint proposal, they'll give you 5 years. So it's, that makes it easier. If you get into that partnership, then, you at least are assured that you're going to get support for the longer period of time. It means that you can actually be able to measure the success that you have. And, and also just to say that, even though now we are seeing the donor trends that they are really funding, joint ventures, collaborations, and, a consortium, not to say that is all lost, because then one of the things that is also, we are also seeing is also in terms of really donors that are really keen in funding feminist movement, feminist, grassroots organization, is that they've also realized that it is in the small organizations on the ground that are doing the work that they need to be able to access resources. So even though that, even though we are seeing a shift in terms of really, of course, them funding collaboration, but at the same time, it also gives us an opportunity to strengthen our systems, so that then as they are thinking around really putting the money directly to those that are doing the work on the ground at the grassroots level, then we can be considered that, because then we do have all the policies or the requirements that are needed. So that's what I can say. Thanks. Yeah, I wanted to ask real quick, maybe before you end your presentation, Esther, what would you say is the recommendation then? What would you ask other grassroots organizations to do to be able to create that kind of partnership? What are the main key things to look for? Okay, so I think for me, the first key thing is to be able to scout for other organizations that have values that you do have. That is very important. Like,
yeah, I have many stories of partnership that have gone wrong because all of us did not take time to look at, oh, what is it, what is it that you are doing and what is it that you're not doing. And then also, the other thing I've also realized that the recommendation is that it's okay, even if you're growing and you're still young, to be the one to recommend the opportunities for fundraising and taking that up, because first you do have the skills, you do have the knowledge, you're also the one actually initiating, and it's in initiating also that also people start not only trusting you, also believing that what you're doing and how you can be able to get supported. So I would recommend, please reach out to them and see if you can be able to do this work together. And then also the other recommendation is that in choosing the organizations that have values, I think it's important for you to ensure that you are able to speak out when you feel uncomfortable before even you get to a point where the money is there. Because then if you don't do that, then, the partnership and collaboration is not going to work. And then the other recommendation, which, will be my second last, is that you need to also strengthen your own systems, because even though you're not going to get maybe direct funding within this collaboration, even when the funding comes, together, I mean, when you fundraise together and the funding comes, if you still don't have strengthened, financial organization systems, and at times it's simple as having a QuickBooks. That's what at times it's not as, having all those new 5 policies, human resource, all those, it's at times it's as simple as having QuickBooks filing system, and so that then when the money comes, then they can actually be able to transfer to you. Then they know that you're able to manage that amount. And then the last thing is that just be true to yourself, do the work, do the work, and also be careful in how you also get into partnership, because at times you find that since we are grassroots and really national organization, when you do the work, people want to partner with you quickly because then they can showcase your work, and then people dump you. Sorry to use that word. Yeah, but it's true dump though. you. Dump Yeah. you. So I think for me, I would just recommend to be very careful with the partnerships you get into, so that then it's more beneficial to both of you. So those will be my Right. 1, 2, 3, 4 recommendations. Yes, thank you so much, Esther. Maybe I'll just do a really quick recap in French, juste pour peut-être Monsieur Abdul et Aïssatou, juste pour vous dire un tout petit peu, vraiment un petit résumé de ce que Esther vient de dire. Et aussi, cette discussion sera aussi sous-titrée en français. Donc, du coup, si par après, vous regardez, c'est pas grave, vous allez trouver le content qui est en français. Alors, la première chose qu'elle a dit, c'est qu'il faut vraiment savoir identifier les organisations qui ont les mêmes valeurs que la vôtre, justement pour faire le partenariat. Parce qu'elle dit que si vous n'êtes pas très... je dirais enthousiaste, ou même si vous ne faites pas attention, ce partenariat ne risque pas de durer longtemps s'il y a des valeurs sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Mais aussi, elle a dit, c'est important justement de faire partie de ce groupe ou de créer des partenariats comme ça, parce que ce travail que nous faisons, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas être seul à se battre contre les MGF, à faire que les MGF se terminent, à faire que les mariages d'enfants s'arrêtent. Il faut vraiment savoir travailler dans une sorte de groupe justement pour avoir un effet beaucoup plus long. Mais elle a aussi parlé de l'argent justement. Si on travaille en groupe, apparemment, dernièrement, d'après ce qu'elle raconte, les bailleurs de fonds s'intéressent beaucoup plus à des groupes où ils ont tendance à mettre beaucoup plus d'argent, ou même des fonds qui durent beaucoup plus longtemps sur un timeline qui est beaucoup plus long, quand
il s'agit des groupes. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, si on travaille avec d'autres partenaires, il y a beaucoup plus de chances qu'on attire les bailleurs de fonds qui, justement, cherchent des groupes de ce genre. Mais elle a aussi parlé de travailler en partenariat parce que c'est important aussi, ça aide à justifier ou alors à travailler sur son propre système. Si, par exemple, ton système financier, il n'est pas bien organisé, c'est très facile d'apprendre d'une autre personne ou d'une autre organisation qui travaille dans le même milieu que vous. Alors, mais elle dit, mais attention, à chaque fois que vous vous mettez en partenariat, et que vous pensez que ça ne marche pas, il faut justement avoir le courage de dire non, arrêtez ou changeons. Parce que une fois que cela n'est pas exactement articulé, ou si ce n'est pas très bien dit, ça risque justement d'avoir des problèmes dans le long de l'exercice du partenariat. Voilà ce que elle a dit un peu Esther. Et donc, je veux parler à Aïssatou maintenant, Aïssatou Diallo. Merci beaucoup d'abord d'avoir reçu la COP au niveau du forum ACAMA à Barcelone récemment. Nous comptons faire un petit blog qui va expliquer justement ce qui s'est passé à Barcelone dans le forum et le rôle de la COP en général. Mais juste pour commencer par vous demander, Aïssatou, de nous dire qui vous êtes et ensuite je vous poserai des questions. À chaque fois que je vous pose une question, vous allez me donner la réponse et me donner le temps de faire la traduction pour des personnes qui parlent anglais. At the end of each question that I'll ask to Aïssatou, she will give me a moment to also translate real quickly for people who speak English on this platform. Aïssatou. Bonjour Cynthia, bonjour tout le monde et bonjour votre organisation pour compter sur moi. Et vraiment, je suis très fière d'être là sur ce panel et discuter un peu de qui nous sommes. Vous m'excusez beaucoup parce que mon français est mélangé avec l'espagnol et tout ça là. Et c'est très difficile. Des fois, il y a des mots qui m'échappent et je mélange et tout. D'accord? Et je vais faire beaucoup attention pour ça. Et les gens qui ne me connaissent pas, et je vais dire comme ça, je suis d'origine de Guinée-Conakry, où il y a la mutilation génitale féminine. C'est 95%. Et je suis Peul, vous savez que les Peuls on ne peut pas les sauver, et surtout la mutilation génitale féminine, c'est 100% avec les Peuls. Et ça, il n'y a aucun enfant qui est sauvé et tout ça là. Et depuis que je suis en Espagne, j'ai travaillé surtout avant de venir en Espagne, j'ai travaillé un peu sur la mutilation génitale féminine, parce que à l'école où je faisais la formation en Afrique, en Guinée, et on parlait de la mutilation génitale féminine, ça m'a intéressé beaucoup. Comme j'avais une fille déjà, j'ai dit que ça m'intéresse d'écouter un peu plus la partie médicale, tout ça là. Je suis venue en Espagne, on a fondé en 2014 notre organisation. On a commencé à travailler en 2015 et c'est une organisation très petite qui n'est même pas connue, mais avec la volonté de ce qu'on a et avec tout ce qu'on touche et tout ça là, et on a commencé à grandir. On a commencé pour 4 personnes. Aujourd'hui, on est 11 personnes et tout ça là. Et je suis la fondatrice de cette association. Et ici, en niveau espagnol, niveau estatal, je vais dire comme ça. Et j'ai commencé à travailler comme ça avec mes compatriotes et tout ça là. Je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai 10 minutes, tu m'as déjà présenté. Je crois que la présentation que tu as faite, c'est très bien. Oui. J'aimerais m'arrêter là pour ne pas perdre le temps. D'accord, mais peut-être donne-moi quelques secondes de justement dire ce que tu viens de dire un peu, comme ça tout le monde peut suivre. So Aïssatou said, I am Aïssatou Diallo. She's from Guinea-Conakry, specifically in the Pearl
region. And she says, obviously, for those who know the history, Pearl do not let any single girl get skipped as far as FGM is concerned. So Guinea-Conakry, 95% of girls undergo FGM, but for her specific tribe, that's almost 100%. That's what she's saying. And she says she started her organization in 2014, which is a very, very small organization, but she says because of the will of the people she was working with, they started at 4. There were 4 of them, and now they are 11 as we speak, and she wants to stop it there because she doesn't want to take longer. And let's go straight into the questions. Alors, Isatou, on peut peut-être aller dans les questions. Oui, tu m'excuses beaucoup. Et je vais aussi ajouter ici, je suis mère de 3 enfants, et 2 garçons et une fille. Et aussi, j'ai suivi la mutilation génitale féminine en personne. Je sais que mutilation, parce que j'ai subi. Et j'ai subi aussi violence faite aux femmes et violence conjugale et tout ça. Bueno, comme je dis dans le forum, j'ai 3 passeports. Et le passeport, c'est un de mon passeport. C'est être victime de mutilation génitale féminine. Et le deuxième passeport, c'est être la violence faite aux femmes. Et le troisième passeport, je vais dire comme ça, c'est aussi d'être dans le coma 3 jours. Et le 4e, c'est subir le racisme. Et j'ai toutes les catégories. Qu'est-ce que vous avez dit qui était le 3e passeport encore? Non, le 3e passeport, c'est dans le coma. J'étais dans le coma 3 jours. Mais je suis là. C'est ça qui m'a donné la force et la volonté et le courage que j'ai. Je n'ai jamais baissé la tête. Je suis toujours là, plus forte. D'accord. Et j'explique. So basically, Aissatou gets her strength from many things, and she says she has 4 passports. First, as a survivor of FGM, as a person who has undergone FGM, and she understands what it is and how painful and the impact of it on a person. She says the second one is because she has experienced violence as a woman, and conjugal or marital violence. And the third passport she talks about is when she was ill and spent a long time, what she calls a long time in coma. And the 4th is the passport of racism, as something that she has really had to fight for some time, still is fighting. And so because of all those 4 passports she talks about, those are the things that kind of give her strength to fight, and she feels stronger and stronger every day. J'espère que j'ai vraiment essayé de dire ce que vous avez dit. Oui, exactement. Oui, d'accord. OK, so on va vers la première question, justement. C'est pour savoir comment est-ce qu'une petite organisation comme la vôtre, qui a justement commencé en 2014, peut mobiliser des ressources, ce soit des fonds ou même des ressources en tant que personne, hein, dans le personnel. Comment est-ce que ça se fait? D'où vient l'idée? Comment est-ce que ça commence jusqu'à ce que ça se matérialise? Notre idée, c'était très clair, et on a commencé des bases. Et c'est comme on dit, l'innovation totale, le leadership de la femme. Et notre association n'avait même pas un centime. On a commencé avec comme on dit, la tontine, des choses comme ça. Mais c'est génial, c'est marrant. Et on a commencé à cotiser entre nous 5 €, 10 € et tout ça là. On a dit, voilà, on est là, il faut qu'on commence à faire quelque chose. Et des activités qu'on fait dans tout. Et moi, comme je suis une personne très, je ne peux pas parler de moi, de notre équipe, je suis toujours dans l'équipe, mais je suis la personne qui est toujours, quand je fais quelque chose, comme ça me tient au cœur, c'est une chose que je vais
que réussir, je vais aider les gens, je vais donner toute ma force et toute la volonté et toute la réponse à les petites que j'ai vues qui sont en train de souffrir dans le monde. Et j'ai dit surtout la mutilation génitale féminine. J'ai dit non, non, non. Dans l'organisation, il faut on tape les portes. On tape les portes dans les bailleurs de fonds, on tape les portes dans les administrations, on tape toutes les portes. Et tout le monde ne te répond pas parce que tu es une association très petite et c'est comme tu n'existes pas. Et on dit voilà, c'est pas grave, on n'existe pas, mais il y a aussi des fondations qui sont là, on tape aussi les portes des fondations. Et il y a des fondations, surtout, et être très préparé pour se former, pour être dans des espaces où on appelle les gens. Quand on appelle les gens, venez, on est en train de faire des conférences, des réunions, de tout ça là. Si elle va, tu vas parce que tu ne sais pas tu vas rencontrer là-bas. C'est comme ça on a commencé pour rencontrer des personnes qui nous ont valorisés, qui nous ont confié à nous, qui disent, voilà, avec cette personne-là, nous, on peut trouver de l'argent, mais vous, on vous donne l'argent là pour travailler. C'est avec ça qu'on fait la formation. C'est avec ça qu'on fait tout type de travail avec la mutilation génitale féminine. D'accord. So basically, Aissatou says if she talks about herself and her personality, she believes she's this kind of person who says if she really is passionate or if she wants this thing, she knows she's in it wholeheartedly, basically, just to say she knows she's going to make it or she's going to make it, which is maybe a point of in terms of determination that she talked about later. So she says without being shy or without hesitating, you knock on all the doors. So the doors of foundations or administrative offices to tell them, we want to meet, there is a problem here. Some of them will listen to you, others will not, obviously, but she says that way, if you're really determined in what you're doing, some of them will end up seeing the value and giving you value. And so they will say, we have the money, but you also have to put in the work for you to prove or, you know, to show that really the help is not just, you know, being used for anything, but what you said you'll do. Merci beaucoup pour cette partie-là, hein, Aissatou. Et maintenant, la deuxième partie, c'est quelle approche utilisez-vous pour travailler avec des fondations privées? Est-ce que vous avez des relations justement avec des fondations privées ou comment est-ce que ça se passe? Comme association, et nous, on avait déjà aussi détecté des fondations privées, sont des fondations qui peuvent arriver à trouver de l'argent et travailler avec les associations très petites qui sont à côté. Parce qu'ils disent que c'est des mouvements des femmes, ils touchent des fonds pour les femmes. Et comme nous, on n'est pas, surtout ici, là-bas aussi, on dit qu'il y a le racisme institutionnel. Et parce qu'ils ne donnent pas les fonds à les associations petites, surtout quand les associations sont des mouvements africains ou sont des mouvements c'est des mouvements qui, les femmes leaders, non. Et ils préfèrent donner à les hommes et laisser les femmes aussi. Ça, les institutions, ils sont comme ça. Je ne sais pas parce que les hommes sont mariés avec les femmes blanches, ou quelque chose comme ça, mais c'est des trucs qu'on a vu beaucoup et on a valorisé et tout ça là, on dit non, c'est pas comme ça. Et cette fondation, on a détecté des fondations comme ça, qui ont beaucoup d'argent, qui dit on travaille pour l'Afrique, mais on travaille pour l'Afrique avec qui? Ils n'arrivent pas à arriver en Afrique, ils n'arrivent pas à arriver on travaille pour les Africains, mais ils n'arrivent pas à trouver les Africains qui ont des projets réels. Aussi, il ne faut pas toucher toutes les associations là, parce qu'il y a des associations qui sont comme pour seulement des baptêmes, il y a des associations qui sont pour les mariages et tout ça. Non, les associations qui ont vraiment un document bien préparé sur la table,
avec ça, on travaille avec les associations là et ils apportent l'argent les associations et les associations, comme ils connaissent, comme tu avais dit avant, et ils connaissent, celle qui avait passé avant, elle a dit la justification et il connaît comment justifier cet argent, il connaît comment distribuer cet argent et nous, on n'a pas le problème après. Il fait le contrat avec nous, on travaille avec eux et ils trouvent l'argent, nous on travaille à côté. Je sais que c'est un travail ce qu'on est en train de faire. On a tellement grandi et c'est des volontaires, on n'a pas de salaire. Et tout ce qu'on fait, tout ça là, on n'a pas de salaire. On travaille volontairement parce que c'est quelque chose qui nous touche sortir, c'est quelque chose qui nous... Mais on a dit, voilà, maintenant, l'association qui est en train de commencer une bonne route, et on a décidé de former, on dit qu'avec les financements qui donnent les fondations là, on va travailler pour faire quelque chose aussi au niveau pour qu'on ouvre des portes. Surtout en Espagne, c'est très, très grave ce qui se passe en Espagne, parce que les bailleurs de fonds qui sont là, ils aiment seulement travailler avec les grandes ONG et tout ça là, et ils n'arrivent pas les petites. Ils connaissent que les ONG aussi ont besoin de les petites associations, parce que les petites associations ont beaucoup plus de projets que les ONG grandes. Ils s'accrochent là-bas, et nous, on donne les formations et l'information, et tout ça là, ils profitent de cette information et ils gagnent l'argent, et nous, de derrière, zéro. On fait comme, on a trouvé tout ça là, on dit non, c'est pas possible, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change le dynamique, c'est ça qu'on dit l'innovation, on change totalement, on fait une feuille de route pour travailler sur ça et changer les mentalités et dire non, nous aussi on est là. Parce que ce que nous on a fait à Barcelone, vous êtes présents et même les ONG grandes qui ont des millions d'euros ne pourraient pas faire ça. S'ils appellent les gens, c'est 20 personnes, 15 personnes qui viennent. Et nous, on a mobilisé plus de 117 personnes. Yeah. Avec 17 personnes. Yeah, d'accord. So on the question about how do you work then with private foundations, what kind of approach do you take? And she says, well, you have to keep educating. First of all, because where she works from, which is Spain, there is this systemic or institutionalized racism where the organizations that especially have African roots or organizations that are run by women are not really funded. They could fund organizations that are run by men or people who are Europeans or from Spain, but not necessarily immigrant organizations. The second one is that the foundations do have money and prefer to work with bigger organizations. But what they do not realize is that actually small grassroots organizations might even have a better plan or more work that they want to achieve, or things they want to achieve, that are bigger than the small organizations. So you have to really keep talking about it and keep educating. Something else that she says is that there are people who sort of have money, say that they work in Africa, would love to work in Africa, but have nobody. And you need to be able to identify them and tell them, look, I am African, I understand Africa, and this is, this is what I do. Alors, la dernière question sur ça, c'est quelle autre ressource arrivez-vous à mobiliser en tant qu'une petite organisation? Est-ce que parce que l'argent seulement, on se dit que c'est pas assez, il y a d'autres ressources dont vous avez besoin, donc comment vous faites justement pour les mobiliser? Comment vous arrivez à travailler sur ça? Et sur ça, là, on est en train de, comment on le fait? On fait des tailleurs. Quand on fait des tailleurs, des formations, c'est les formations qui nous appellent. Un exemple, je vais donner la fondation de Wassou de l'Université autonome de Barcelone. Quand ils appellent, ils te donnent 300 €. Et quand une organisation t'appelle pour la mairie aussi, ils te donnent 150 €. C'est comme ça, les formations qu'on donne, et comme ils veulent notre idée et les photos qui vont prendre pour gagner le lieu, aussi on dit, bueno, on peut travailler avec vous, mais il faut nous payer une petite portion pour qu'on puisse aussi maintenir l'association et le transport des gens
et tout ça là. Et aussi avec les choses qu'on fait manuelles, avec les tissus africains, petites choses comme ça qu'on vend. Et c'est ça qu'on récupère avec chaque mois, on fait 5 € chacun de nous. Et on met dans l'argent dans une à part à côté. Et c'est ça qu'on a fait. Avec ça, on trouve l'argent parce qu'on n'a pas de subventions. C'est très compliqué. Il y a tellement de papiers qui te demandent avec les subventions. Tu dis non, 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 non. C'est incroyable. Je dis, mais s'il veut qu'on termine la mutilation génitale féminine, bien sûr, il ne faut pas tout le monde qui va accès à la subvention. Si. Mais il faut qu'il détecte aussi et donner une voix et à les personnes qui veulent travailler correctement, les personnes qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler sur les mutilations génitales féminines et détasser les fonds-là, les subventions, les faire légères, de ne pas demander tellement de justifications parce qu'avec la justification qu'ils demandent, c'est perdre de temps parce que les gens même que tu es en train de, tu vas passer un mois, 3 mois pour justifier quelque chose, pour justifier une journée ou pour justifier 2 journées ou une semaine. Ça, c'est très compliqué. Et c'est avec ça, nous, on mobilise notre argent comme ça et on a besoin de fonds, on a besoin parce qu'on veut travailler réellement. On est là, on dit, bon, c'est pourquoi c'est venu l'idée de la voix des femmes africaines, Forum international de la voix des femmes africaines, pour donner la voix aussi à les femmes et pour que les femmes aussi, on essaye de changer un peu, pour que les femmes vont être devant, pour voir s'il y a un petit changement. On sait qu'ils nous écrasent, ils ne nous laissent pas passer. Ça, c'est dommage aussi, parce que toujours on acquise la religion ou la culture et tout ça là, mais non. C'est pas ça. Il faut que quand une femme est bien préparée, elle est bien préparée. Personne ne peut les retracer, personne ne peut les couper, personne ne peut les arrêter. Elle va continuer jusqu'au bout, elle va suivre son chemin. Et c'est ça qu'on a ici, comme on travaille, vraiment. D'accord. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui ne sont pas que monétaires, d'autres ressources, genre le personnel ou de l'expérience, par exemple, ou quelqu'un qui a un certain talent que vous n'avez pas? Est-ce qu'il y a d'autres ressources dont vous avez besoin et que vous allez chercher qui ne sont pas de nature monétaire? Oui. Il y a d'autres ressources qu'on cherche, surtout les ressources aujourd'hui, on est au 21e siècle, on sait que tout ça fonctionne avec la communication de l'Internet et tout ça là. Et ce sont des ressources qui paient aussi la visibilisation du travail que tu es en train de faire pour aller jusqu'au bout. Et aussi, des ressources, ce n'est pas seulement l'argent, mais des ressources très importantes sur la communication, on peut dire comme ça. La communication, la visibilisation et tout ça. Là. Et aussi, il y a des personnes qui nous donnent donations personnelles, qui nous donnent un peu d'argent et tout ça là, nous aide aussi. Okay, d'accord. So maybe just to give you a real quick translation of what Aissatou just said, and that is for, I think, Owolabi and Divya. I think they're the only English speakers that we have now. So Aissatou just said, well, it is for you to be able to get other resources. First of all, if we are talking about money, there are people who will give you funds on a personal note, from their pocket and supporting your cause or your organization. That's one. Number two, she says, well, if say you're invited or if your organization has to speak somewhere, those are the small kind of
you'll say monies or small changes that will help the organization to continue. But also she says even them as a group, they can contribute, even if you're contributing €5 here and there to keep the organization running. But she says other than the resources in terms of money, there are other resources in terms of skills and also maybe, you know, like in terms of communication, internet, visibility. All those are things that you are able to get while creating partnerships and not necessarily coming in terms of, you know, monetary value. I think that's what she said in a nutshell. Est-ce que c'est ça ce que vous vouliez nous parler, Aïssatou, ou est-ce que vous aviez quelque chose à dire d'autre avant que je ne passe que je ne parle, je commence à engager Stéphie. D'accord, ce que seulement je voudrais ajouter là-bas, et comme elle a bien dit, celle qui avait passé avant moi, et elle a bien dit, il faut qu'on se donne les mains parce que la mutilation génitale féminine, si on ne se donne pas les mains, on ne va pas l'arrêter. Et c'est vrai, et il faut que les gens qui sont en train de travailler, qui se donnent la main pour qu'on puisse arriver à la fin de la mutilation génitale féminine. Sinon, ça va être un papier sur la table qui ne va pas être terminé. Et aussi, il y a la génération qui vont venir. Ils ne vont pas terminer ça parce que si on n'a pas quelque chose de clair, notre but, c'est ça. C'est arriver au cœur de tout le monde. Et on a des projets très, très bien. Des projets qui peuvent nous aider, mais on n'a pas accès au financement. Et les projets sont là avec nous et on veut les projets, partager les projets parce que c'est pour tout le monde, pour toutes les gens qui sont en train de travailler sur la mutilation génitale féminine. Et merci beaucoup de plus. Et confiez aussi, surtout quand on vous appelle dans les pays, pour participer à les protocoles. Il faut bien appuyer sur les protocoles. Il ne faut pas laisser que les gens travaillent les protocoles et vous soumettre ça sans votre décision. Il ne faut pas accepter ça. Nous, on a découvert ça en Espagne. On ne veut plus qu'ils fassent des protocoles qui ne font pas la même ligne que ce qu'on ne veut pas que nos enfants souffrent. Ça, on a décidé ça. Il faut toujours. Et quand ils t'appellent sur les protocoles, parce qu'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin, c'est là-bas il faut dire les souches. Merci, vraiment, merci tout le monde et gros bisous. Merci, hein. Merci beaucoup Aïssatou pour cet échange en tout cas et merci d'avoir trouvé le temps de venir nous partager votre parcours et ce que vous faites, comme nous avions été vraiment super impressionnés par le forum de Barcelone. Merci beaucoup. Et là maintenant, Stéphie, c'est vrai que maintenant le forum que nous avons est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Et déjà au début, Stéphie voulait parler en français. Je crois que cette fois-ci, tu peux décider ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux continuer ta présentation en anglais ou en français? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Parce que sinon, je vais juste faire la traduction pour Olabi et pour Divya et on continue en français si ça t'arrange comme ça. Bon, c'est comme vous voulez, ça dépend de ce qui va être bien pour l'enregistrement. Non, je peux essayer en anglais, même si mon anglais n'est pas terrible, on va essayer. What do you think, Marianne? Marianne is my colleague. She's the coordinator of the CoP. Merci beaucoup, Marianne, de nous rejoindre. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On continue en français ou en anglais? Thank you, Stéphie. I think you can go ahead in English. Thank you. Okay, no problem. So, hi, everyone. Thank you for the invitation. It's a real pleasure to be here. I am Stéphie Kweviakwe, Franco-Togolese, in charge of capacity building and meal at ROESE Funds. ROESE is a word that means believing in it or believe it in Mina and Ewe, two African languages spoken in Ghana, Ivory Coast, Togo, and Benin. ROESE, the Francophone Women's Fund, is a feminist foundation of public utility that aims to financially and technically support the implementation of initiatives of women's organizations in French-speaking countries of the Global South. It was created in 2015 and it's based
in Lomé, Togo, a country that's settled in West Africa. Following President Massan Dalmeda, an activist who has convinced that something specific to French-speaking countries was needed. The countries of this zone are mainly in Africa, are also found in Pacific and the Americas. The colonial past links them by the fact of sharing the same language and sometimes the same decolonization problems. Important to have specific funding for this area. We found several small organizations or African network that fight against FGM. Je sais pas si you want to make a translation or is this good? Pour le français? Oui, pour le français, on le fait à la fin? Ouais, on peut le faire vers la fin, juste pour faire une petite traduction. No problem. We have asked us, what is innovative feminist financing? ROESE is an innovative financing of feminists. There are now many of us around the world who are part of this movement. Traditional donors are investing more and more in the fight against gender inequality. Several governments have created funds with several billions dollars, but the question of redistribution is important. Where we come is an innovative and feminist funding. Being in the South, close to the realities, we distribute this money to the local organization that need it the most. It is also a new and easier funding mechanism for local organizations that have difficulty with traditional donors, especially in terms of their ability to fill out forms and so on. What are your considerations for funding organizations that approach you? At ROESE Fund, we develop innovative initiatives and provide financial and technical support to women's groups working on the ground so that they can bring about lasting positive change that contribute to improving the lives of women and girls in Francophone countries. To apply for a grant, there are two ways to apply for a grant in a ROESE Fund. The first is either by call for proposal, or the second is by request. The request is an invitation to submit project or program will be sent to organization with which ROESE wishes to engage in partnerships to work on specific topic. We have our eligibility criteria. ROESE only funds organizations that identify themselves as women or young women organization or networks, organizations and network led by women or young women, women's and young women's organization and network working at the local, national, sub-regional and regional levels in the targeted Francophone countries, projects that promote the rights and well-being of women, young women, girls, and older women, and gender equality. Additional eligibility criteria for grants of over 10,000 and multi-years grant applicant organization must be the following additional eligibility criteria: be officially registered, have an internal administrative and financial system in place, have at least 2 years of existence and working experience in project implementation, demonstrate a willingness and commitment to contribute to collaborative initiative aimed at strengthening the women's movements. We have asked
us what type of organization do you prefer to work with, small, large, or big, I think. We work primarily with small organizations, individually or in coalition according to the grant, especially those that are not able to get funding but have innovating and impactful projects that are useful for civil society. Why this interest? This is the basis for the creation of WESE. Large organizations know how to deal with the world of donors and funding. Smaller local organizations that work directly with marginalized population, indigenous peoples, and others also need support, and that is where WESE comes in. What support do you provide to the organization, your support, whatever their size, to facilitate their access for your funding? The support we provide to organization is twofold. First, it's financial. We give grants throughout the year from 1,000 to 20,000. We have the normal cycles, which are large amounts and last at least 6 months. And we have special cycles that last the time of an event, like International Women's Day, International African Women's Day, COVID crisis resilience, or for support to organizational capacity building, for example, grant following a training or organizational resilience for the strengthening of the Francophone feminist movement. We have a name, Je m'engage, in French. Yes. For a better understanding, we create webinar to help write better projects and help the organization to understand the form and why WESE attend to give the grants. And to second, we give technical through capacity building and synergies. We practice institutional capacity building, like creation of institute for organization, individual capacity building, creation of leadership training for women leader, for instance, and synergy building, like creation of coalition to strengthen the movement, like Je m'engage, and the International Francophone Forum. At 2021, we have the first forum, and we have what is 1503? I don't understand what in English. Sorry, participants only online, and the next forum is on November 2024. What is that? What is WESE is? And WESE is here for local organization and what is the name? Bon, it's good. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. J'ai vu dans le chat, il y a Wolabi qui a dit très bien, Stéphie. Thank you so much for making the effort to tell us the story of WESE, even in a language that might seem to be difficult. I think that's the spirit that we like at the level of the COP. Thank you for sharing. I wanted to ask, maybe before we go to the next thing, to understand, okay, so you say, for example, the first thing is either you apply, right, to get WESE to fund you, or WESE will have to send you a request for you to respond. So in this case, do you also happen to send the request to small organizations,
or the small organizations are the ones that will actually have to apply for them to be noticed by you? OK. Est-ce que vous avez compris ou je devrais le dire en français peut-être? Ouais, je préfère en français. D'accord, OK. Alors, vous avez dit qu'il y a deux façons que OSCE utilise pour donner son aide à des organisations. C'est soit comment on dit application encore, application? Ils répondent à un appel à projet. Ils répondent à un appel, voilà. Ouais. Ou alors, OSCE va vous écrire pour vous dire, écoutez, on devrait collaborer sur les thèmes et donc développer un projet. Est-ce que ça vous arrive, vous, à votre organisation, de faire justement ce request-là à de petites organisations? Ou alors, les petites organisations, comment est-ce qu'elles font pour vous faire, pour se faire reconnaître, pour que vous les reconnaissiez et que vous les donnez aussi de la valeur, quoi, et que vous leur prêtez un œil pour, pour comprendre ce qu'ils font? Yes, okay. We work mainly with small organizations. On travaille essentiellement avec les petites organisations. Okay. Nous sommes basés en Afrique. Les personnes qui y travaillent connaissent les réalités. Du coup, nous, on est là pour aller chercher l'argent des grands bailleurs et de les redistribuer chez les personnes qui n'ont pas accès directement à ces bailleurs-là. Donc, c'est que ça soit l'appel à projet ou lorsqu'on fait des demandes particulières, des appels à projets restreints, comme on appelle ça, c'est vraiment pour les petites organisations. Pour nous, entre guillemets, pour avoir des points chez nous, il faut être proche de la population. Plus, entre guillemets, on est petit, mieux c'est. Travailler avec le milieu autochtone, donc les personnes qui vivent la situation, les problématiques et autres. Et voilà, donc nous, vraiment, on est spécialisés dans les petites organisations. Ah, super. Et justement, sur ça, je me demandais, est-ce que ça arrive justement que vous collaborez quand même avec les grandes aussi, hein? Vu que c'est vrai que votre spécialité, c'est les petites organisations, mais si on est une grande organisation de, je ne sais pas, 30 personnels et qu'on soit une organisation justement régionale, vu que l'un de votre target est des organisations aussi qui travaillent au niveau national, au niveau régional, est-ce que vous travaillez avec ces organisations-là aussi ou c'est carrément un requirement qui leur justement enlève dans le groupe avec lequel vous travaillez? Alors, oui, nous travaillons aussi avec les grandes organisations, comme on peut les appeler, mais c'est vrai qu'on privilégie toujours les plus petites. Les plus grandes vont être d'un appui lorsqu'il y a des coalitions à coordonner. Par exemple, lorsqu'on fait, là, on a le programme Je m'engage. Donc, quand on fait Je m'engage Burundi, c'est quand même bien d'avoir une organisation qui connaît déjà les autres organisations, qui a de l'expérience, qui peut coordonner la coalition. Après, si le projet est pertinent, on va toujours le financer, mais nous, ce qu'on demande et qu'on accompagne, c'est aussi de collaborer avec d'autres organisations qui sont plus petites, mais qui sont peut-être, elles, plus locales. Donc, dans nos appels à projets, il y a toujours une partie où on demande aux grandes organisations, mais à toutes les organisations, comment elles vont travailler avec d'autres à travers du projet, à travers le projet. Donc, même si ce n'est pas un financement direct, en fait, par ricochet, le fait que les autres travaillent avec peut-être une petite organisation qui, elle, n'a pas eu accès à notre financement ou ne nous connaît pas, grâce à ça, ils peuvent nous connaître et aussi travailler avec l'organisation qui serait peut-être plus grande et qu'on aurait financée. D'accord. OK. Vas-y, Marianne. Yes, thank you, Steffi. To also go more deeper, and I would also like to ask you, does the fact that you playing this role of funder as a feminist fund create tensions with organizations you work with? Because here in the community of practice, when we introduce this this thematic discussion, we observe that a lot of our members saying that working with such like big organization like you can be also, you know, being
sometimes difficult because you are the one who, you know, dictate the rules. And I would also to know how are you trying to manage with that? Donc, je vais traduire ma question. J'étais en train de dire que est-ce que le fait de jouer ce rôle de bailleur en tant que fonds féministe ne crée pas des tensions avec les organisations, notamment les petites organisations avec lesquelles vous collaborez? Parce que dans la discussion, dans le Google Group de la communauté de pratique, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux ici, mais dans le groupe, on est 545. Hein, donc, et en fonction des fuseaux horaires, donc il y a des membres qui ne pouvaient pas joindre aujourd'hui. Est-ce que le fait de travailler avec les différentes organisations ne crée pas des tensions? Parce qu'en gros, vous dictez un peu les règles, vous jouez un peu ce rôle de bailleur, et on sait que ce rôle n'est pas toujours évident. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir régler ces tensions et pouvoir instaurer une réelle collaboration d'égal à égal avec les petites organisations avec lesquelles vous travaillez? Merci. Merci. Alors oui, c'est un vrai débat. Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire au niveau de ROSC, c'est que même ce terme petite organisation, grande organisation, on essaye de ne pas les utiliser. Ce qui est important pour nous, c'est la finalité et l'impact que le projet aura dans la communauté. Si on a pris la petite organisation face à la grande organisation, c'est parce que la petite, on est désolé, elle va avoir beaucoup plus d'impact positif et des impacts multiplicateurs que celle qui est la grande organisation. Donc, tout se justifie par la pertinence du projet. Et après, et aussi par le fait que l'organisation, en tout cas nous en tant que bailleurs de fonds, si on peut se l'appeler comme ça, nous ne mettons pas en lumière celle-là, elle est une grande organisation, celle-ci, elle est une petite organisation. Toutes les organisations sont à la même échelle. Notre but, c'est de tendre vers l'équité, de réduire les inégalités et tout ça. Voilà. Thank you so much, Stevie, because it's a big issue in the CoP, and thank you to bring and to highlight your methodology and saying that for you, every organization, instead there is more or big organizations are the same. The important is the finality of the project. It's a good thing to share with our member, because there was a big concern about this, you know, cooperation and with big organization and with a fund like you as a funder, we can say like this. Thank you to highlight this, and thank you to share your methodology, how you proceed to install, you know, equality between organization. Thank you, Cynthia. The floor is yours. Thank you, Marianne. So at this point, thank you so much, Steffi, for really sharing all that perspective with us. Oui, Marianne? Steffi, sorry, I'm very enthusiastic about you just said. I will also have a last question. You say that you provide a lot of support for organization in terms of capacity building, technical capacity building, and I would also to know which do you also focus on capacity building, on financial mechanism, for example, to also, you know, reinforce organization in terms of, you know, financial way. I don't know how to say it more clearly, Cynthia, if you know the word, but I want to know, what support you can also provide to organizations to be more independent, to also go and raise their own money to also finance their own project. Do you provide such a support like this, or?
Est-ce que tu vas mettre ça en français pour Stéphie? Oui, Stéphie. Donc, la question était de savoir, dont tu présentais le fonds féministe OSC, tu disais que vous faisiez énormément de renforcement des capacités à travers des formations, le renforcement de capacités techniques. Je voulais également savoir, est-ce que il y a aussi un accompagnement qui est prévu en termes de financement quand on sait que les organisations qui sont consacrées aux droits de femmes ont beaucoup de lacunes en termes de recherche de financement. C'est pour ça qu'on est ici, et notamment de financement innovant comme le vôtre. Quel soutien vous apportez aux organisations pour qu'elles aussi, à leur tour, puissent être renforcées pour pouvoir à leur tour mobiliser d'autres sources de financement pour pour atteindre leur objectif en termes de financement. Merci. Merci beaucoup. Alors, notre programme de renforcement de capacité et synergie, que ce soit les formations ou même lorsqu'on fait le forum francophone, qu'on essaye de faire chaque 2 ans, enfin, le dernier était en 2021 et le prochain sera en 2023, on essaye de toujours capaciter pour mettre à disposition des informations aux organisations de comment accéder à des nouveaux financements. Dans chaque formation, et en fait, c'est parce que nos formations sont tournées vers cela, on a une partie mobilisation de ressources. Et nous, on parle d'une autre chose qui est très importante, qui est la diversification des ressources. J'ai même fait une phrase en anglais qui est « Diversification of resources, do not concentrate only on what you know ». Ne pas se concentrer que sur ce que vous connaissez. Vous êtes dans les milieux des mutilations sexuelles féminines, il ne faut pas se concentrer que sur les organisations qui donnent des fonds sur ça, ou qui donnent des formations à propos de ça. Il faut aussi aller chercher ailleurs, parce qu'il y a aussi des philanthropes, des personnes qui donnent des fonds et qui donnent des fonds plutôt ils sont plutôt généralistes, c'est-à-dire par rapport aux femmes, par rapport à l'égalité des sexes, par rapport aux droits humains. Du coup, il faut vraiment diversifier ces ressources, pas que des appels à projets, aussi mettre en place des revenus propres à vous. En tout cas, à chaque formation, il y a toujours cette petite partie-là. Et c'est ça, c'est vers nous, notre but aussi, c'est de capaciter et que les organisations féministes ou groupes de femmes montent en capacité et plus d'empowerment, de pouvoir ne pas dépendre que… Le but, ce n'est pas qu'elles soient dépendantes de nous, c'est qu'elles puissent, entre guillemets, voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est très important pour nous. Là, actuellement, nous sommes vers la fin d'une formation qu'on appelle Ténonan. Ténonan, en langue évé, ça veut dire résilience. Donc, c'est sur la résilience organisationnelle. Et on a eu toute une session très, très importante sur la mobilisation de ressources et surtout, qu'est-ce que la diversification des ressources. Et ça a porté des fruits parce que certaines organisations avaient des œillères. Hein. Elles ne voyaient que droits des femmes. Et puis, elles se sont dit, mais je peux faire plein de choses. Et le fait de faire des formations où on regroupe toutes ces personnes issues du monde francophone, mais de différents pays. On parle de l'Afrique de l'Ouest, à Madagascar, en Haïti, les îles d'Océanie. Et elles donnent toutes leurs astuces et autres. Et là, elles montent en capacité ensemble. Ce n'est pas nous qui donnons des directives, il faut faire ça, il faut faire ci. C'est vraiment par elles-mêmes, pour elles, par elles, qu'elles décident, qu'elles trouvent des solutions pour leurs organisations. Donc, vraiment, en tout cas, la mobilisation de ressources, c'est important de notre côté. Nous, on va chercher de l'argent tous les jours. Hein. On ne dort pas. Mais elles aussi, on les capacite lors de ces formations, à se débrouiller par elles-mêmes. Voilà. Wow, thank you, Steffi. This is a great resources for our members, because this is why we're trying to discuss now on innovative financing, to saying that it's important, to go more deeper and find and raise, private funds, foundations.
Yes, it's thank you for sharing what you are doing. I think obviously we will share what your training, but also the workshop that you provide with our members. Donc je disais à Stéphie que vraiment merci d'avoir partagé le travail de WSA, mais en fait on se rend justement compte dans cette discussion que c'était la question de se dire ok, les organisations qui travaillent sur les mutilations génitales féminines ont des œillères, comme tu disais Stéphie, et l'objectif justement avec ces discussions thématiques, c'est de dire, mais en fait, il y a une réalité au niveau mondial, c'est qu'il n'y a plus assez de fonds pour les organisations qui travaillent sur les droits des femmes, les violences basées sur le genre, et les bailleurs traditionnels sont en train d'inviter les organisations de terrain à aller aussi voir d'autres opportunités de financement telles que les fonds privés, les entreprises, les philanthropes, mais aussi faire appel à l'initiative des dons privés comme Aïssatou venait de nous dire. Et donc, vraiment, merci d'avoir apporté ça ici et on partagera ça avec nos membres justement, mais aussi les formations que vous donnez pour justement former les organisations à elles-mêmes être indépendantes et pouvoir elles-mêmes chercher et pouvoir elles-mêmes mobiliser plus de fonds pour atteindre leurs objectifs. Merci Stéphie. Merci Marielle. Merci à vous. Merci beaucoup hein, Stéphie. C'est vrai que y a Anna qui disait Anna was saying some of us do not understand French, so we are lost in the conversations. Hopefully, Anna will be able to translate as we go. It's true that because of the nature of the COP, of the community of practice, and as being bilingual, sometimes we also are lost in the translations, but we promise we'll do better, especially next year, because we want to have a team that will be helping us with the translations. So this session that is going to follow, we are not many really. We were supposed to get into different groups to discuss about two specific areas. So one was to say, if you were to speak to funders or to people like Steffi, for example, and you're a small organization, what would you ask them to do? What would you say they need to do to help you with better access or to create space for innovative funding? That was one. The second one was for us to say, okay, as small organizations, the level where we are at, the same as what Aïssatou, for example, told us, what can we do better? What can we do more to be more innovative or to have better funding or better access? So I suggest, Marianne, that we do a round of, of the people here, just to say, what is it that you think could be done, so that what we will get here, plus the recommendations that we got in other discussions, we're going to put them together and they will serve us as the donor working group recommendations. Can that be a good system, Marianne? Yes, obviously, I think it's the best one we can Okay. now, yes. Okay. Est-ce que tu peux mettre ça en français pour moi, s'il te plaît? Yes, so now, maintenant, nous allons, après ces interventions très intéressantes de nos invités, l'objectif maintenant, c'est de faire un tour de table et de pouvoir répondre à deux questions. De dire, OK, si vous aviez en face de vous Stevie, par exemple, qui est bailleur de fonds, notamment pour le fonds qui représente le fonds OXA, qu'est-ce que vous aurez envie de demander à un bailleur de fonds en termes d'accès, mais aussi d'accompagnement pour un meilleur accès, mais aussi pour une meilleure mobilisation de fonds innovants? Voilà, de financement innovant. De quoi aurez-vous besoin de la part des donateurs pour que vous puissiez avoir un meilleur accès, que vous puissiez mieux mobiliser des fonds qui sont dits innovants et donc des fonds qui se dirigent vers des bailleurs qui sont des bailleurs qui ne sont pas traditionnels auxquels on fait appel. Ça, c'est la première question. La deuxième question serait celle de se dire, OK, en tant qu'organisation, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pourrait, dans notre façon de travailler, comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait nous-mêmes faire pour encore avoir mieux accès au financement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour mieux mobiliser d'autres sources de financement à notre niveau? Donc, voilà un petit peu les deux questions. Donc, on proposait de faire un tour de table
et que chacune puisse voilà, donner deux recommandations par rapport à ces questions. Et vu que l'objectif, c'est de pouvoir rajouter ces recommandations au dialogue international qui a été fait l'année dernière, mais aussi les recommandations qui ont déjà eu à être présentées dans les discussions thématiques, notamment sur le financement innovant. Donc voilà, on fait un tour de table et on recueille un petit peu les recommandations des unes et des autres. Une pour les bailleurs et une pour les organisations elles-mêmes. Donc, Yeah, je sais pas I will si suggest. Yes. I will suggest maybe to start with Owolabi because she was saying that she wants to leave. And I was wondering if she has any idea in terms of innovative financing. What do you hear about it? Or what would you ask the funders? Or what do you think small organizations could do? If at all you have any idea, I'm sorry for putting you on the spot. It's because I know you are leaving. So yeah, if you have a few things to share, please, this is the moment to do it. Thank you. Thank you so much. It's been fantastic to be part of this, at least listening to all the various strategies and actions of people, and it's fantastic work. Yeah, I think I do generally agree that it's the organizations at the community level who really needed the most support. I think if I was to insert a bit of philosophy into what we're looking at, it's first of all to get the funders, the people who sponsor activities around FGM, these gender-based violence issues, and particularly for us Africans in Africa, to recognize that at the base of all of what we're trying to do, it's an issue of social justice. It's the philanthropy is about rectifying the imbalance, really, and they're not doing us favors. I think that needs to be made as a bottom, a basis on which we seek these funds. So it's about redressing the balance. I think that's important to say, and that community-based organizations, people who are known, people who are trusted, people perhaps who have gone through some of these GBV issues themselves, are best placed to work with communities for abandonment or prevention of these practices. So I would really start by almost on the other end, by bringing in the funders and see how we can get them to see the problem in terms of where these NGOs or CBOs are standing, because I think often the funders want the information in their own particular way, their structures for either monitoring or evaluation, the kinds of conditions and terms that they put for these CBOs to meet, whether you should have particular systems in place, administrative, financial. I'm not saying that there shouldn't be proper financial or monitoring systems, but I think sometimes those are really unrealistic or unachievable for these NGOs. So basically it's about getting the funders to rethink how they want to give the money. I think that would be my first thing. I think the other thing I would say also that I see a lot is to engage more funders to give money for a longer period of time. So it was heartening to hear one of the speakers earlier to say that that is changing now, that more funders are prepared to give, forget about this 3 years. 3 years is not changing anything on FGM abandonment work, people. We need longer piece. We need monies for a longer period of time. So I think that's important. The other part I think also is funders, and I don't know if
I can't remember if this was discussed, for funders to really decouple, give the CBOs and the NGOs a break, as it were, because often the funding used to be given for only programmatic activities, and often the NGOs, the CBOs, need monies for other activities, for example, capacity building, for example, monitoring, for example, lack of a better word, researching and finding out what has worked in their program. So that issue of making monies available for monitoring and evaluating, and also building the capacities of these CBOs, NGOs to continue to perform at a high quality. Thank you. Yeah, totally. Thank you so much, Olabi. I think it was a good thing to put you on the spot, because you were going to leave with such beautiful advice. So it's a good thing that you send those pieces of advice our way. Thank you so much for finding the time. So peut-être maintenant, si je peux parler peut-être avec Monsieur Abdul de Fondation Digui. Est-ce que je lis bien le nom de la fondation, ou est-ce que vous me corrigez peut-être? Salut, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Abdul? Fondation Digui. Ah, Digui, voilà. Ah, d'accord. OK. Est-ce que vous aurez des idées à partager en ce qui concerne justement les bailleurs de fonds, ou même nous, les gens qui travaillons sur le terrain, ou de petites organisations qui font vraiment beaucoup de travail vers l'élimination des MGF? Bon, vous m'entendez? Oui. OK. Bon, je vais peut-être commencer par le travail que nous on fait pour peut-être diversifier nos ressources. Il se trouve qu'on a implémenté un projet dans une localité de la Côte d'Ivoire sur les mutilations génitales féminines. Et l'idée serait que, compte tenu de la forte prévalence, parce que la prévalence est autour de 75% dans cette localité, qui est fortement rurale, donc on envisageait coupler les activités d'autonomisation de la femme, parce qu'il y a beaucoup de financement en Côte d'Ivoire par rapport à cette question d'autonomisation de la femme. Donc, créer des activités génératrices de revenus qu'on pourrait coupler et éventuellement passer à travers ces activités-là, insérer maintenant la thématique des mutilations génitales féminines, parce qu'on a une structure d'appui aux efforts agricoles en milieu rural, qui est l'ANADER, qui est totalement outillée sur ces choses-là. Donc, on est en train de voir la possibilité de travailler avec cette structure-là qui encadre habituellement les femmes. Donc, en nous appuyant sur les activités des femmes qu'elles mènent en commun tous les jours de la semaine, insérer la thématique des MGF pourrait être pour nous une façon de capter d'autres ressources. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vas-y, Marianne, vas-y. Merci, monsieur de la Fondation Digui. Vraiment, c'est une très, 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 très belle stratégie que vous partagez là. Mais en fait, justement, je me rends compte en fait que dans les stratégies, justement, qui ont été discutées au sein de la CoP, voilà, on n'avait pas soulevé cette question, la question de se dire, OK, vu que le secteur des MGF, les organisations consacrées aux MGF, vu qu'il y a chaque année cette réduction de fonds, voilà, dans les stratégies aussi, c'est vrai qu'il y avait le travail en consortium, mais on n'avait pas soulevé cette activité de pouvoir justement annexer les activités des MGF aux activités génératrices de revenus, par exemple, qui sont actuellement financées dans votre pays. Merci beaucoup pour ce partage. Je te laisse la parole. Il y avait Anna qui voulait parler aussi. Oui. Anna, you can go ahead. Merci beaucoup, Marianne. Anna, you can go ahead, and I suspect you'll speak in English, and maybe we will listen closely to do the translation. Go ahead, Anna. Definitely. I want to say good afternoon from Sierra Leone in Bo City. I'm really happy that I'm part of this CoP on FGM.
You know, unfortunately, I have not been responding so much because I was involved in a gruesome accident, but I only resumed work 2 weeks ago. So I thank God for that. You asked question which Olabi actually answered, because Olabi is speaking our mind, because we have been working so close with Olabi. She understands the Sierra Leone context and even Africa, because she has done a lot of research for us at FAP, that is Forum Against Harmful Practices. It's a coalition that we have in Sierra Leone. But for at Waves, what we want to see is that one, these big donors having the money, first of all, they should understand the context in which we as small organizations work. Because as Olabi said, they put stringent conditions that sometimes we barely manage to do because we need the fund to do the work. But actually, if you ask us, it is not a level play ground for us. Secondly, knowing the context of in which we work, also to know that FGM is not just something you can just do in work. You can implement the activities or other things around in 1 year. One thing is it's something that is socially ingrained in the communities from before I was born, before my grandmother was born. It's a practice that has been on for long. In our own generation, we are trying to put a stop to it. So it takes a lot of talking, a lot of work to change the social mind, for people's mindset to change, to accept whatever we are trying to bring together with the people for a change. The donor community should actually have that in mind, that it takes a longer period. 1 year is not, it's like when you're saying that I want to prepare the food, let me just have a taste to see whether it's sweet. And when you've got the appetite, you don't have it again. Yeah? So you've lost it. So how can we actually, the donor organization, the big organization, one, understand our context, know the environment in which we work in, and also, as I said, all Abi have said, but we want to see that the organization realize that we are human beings. You know, we are not robots that we just work 24 hours with no rest. There should be somewhere where we should have our well-being, time of reflection. We need a soft ground where we can go back and sit and reflect. Sometimes this program, we don't have that time because the deadline is given, the time is given, they are after us, blah, blah, blah. We don't have the time to reflect or to sit in our little comfort zone to say, what have we done that is good that we can continue? All they want is report, picture, this and that. So we want the donor community to start having some flexibility in their approach in supporting us. We are not saying that they should just give the money and leave us. No. They have all right to see whether the money given to us, we are using it in the right way. But can they please give us some flexibility to make sure that we do the work? Sometimes a particular assignment in the community takes longer than we have anticipated for. Remember, we are changing the social trend of communities. This is something that has been there in the community for long. It is not like a wound when you have a cut. It heals, maybe a week heals, a month heals. This is something we have to really dig out. And at Waves, the entry point alone takes about 3 months to also get the entry point to convince the community to accept us, because we're not going to impose on them, but for them to see the reason why we are working on this issue and why it is wrong before we can get started. And that period also is also in the project cycle. But in the proposal we write, we will not say, because we say they don't have money for it. You know, so we want to see all those steps, those hiccup areas, if they can make it flexible for us, you know, so that at the end of the 3 years, fine, 4 years, fine, but 2 years, 1 year is not a time for FGM work in Sierra Leone. I don't know for other countries, but in Sierra Leone, because we are still changing the mindset of people. The politicians are holding on it because they are political parties, organizations, they have not given any mandate to talk about FGM in the parliament. I'm just coming there 2 days ago. We had a meeting with the parliament. They said they don't have the power
but we should engage their political parties executives, and that takes a time to even win them over before we can have the political will. So it takes a long period. So that is my take. Understand the context in which we work. Two, let them remember that we are also human beings, we are not robots. We need time to sit back again, have a well-being time where we can reflect our mind, because it's stressful. There are so many backlashes, so many insults. We have to refresh our mind, because I don't want our staff to say, no, I cannot do the job anymore, I'm leaving the job. You know, so that's my own take in that area. Thank you very much. Thank you so much, Anna. Thank you so much. Cynthia, I don't know if you have something to say. I give you the floor. No, not for now, but maybe after Aizatu has something to say. She raised her hand. Vas-y, Aizatu. Non, tu peux donner l'occasion à les gens qui n'ont pas parlé. Après, c'est une question que je vais poser. D'accord? Ok, d'accord, ça marche. Merci, and thank you so much, Hannah, for your contribution to this. You are right. The fact that we get funding and never had time to reflect on what it is what keeps coming to my mind. You keep working. At the end of the day, we become like little robots who are just implementing, but not really time to reflect on what we need. Divya, you haven't said much. I'd really love to hear from you. In terms of what do you think should be the strategy to speak to, you know, either funders, tell us a little bit about yourself also, because we didn't really get to exchange, and then tell us, yeah, in terms of small organizations, what do you think we should do better? Go ahead, Divya. Sure. Hi, everyone. I'm Divya. I work with Equality Now. We're an international organization, and I work in our harmful practices team. I think basically, yeah, like Hannah and the others have covered a lot of what I was going to say anyway. So in terms of like a new point that I think I really want to add in terms of recommendations to funders is that also, I'm glad you mentioned in the beginning about how FGM is a global issue and we need to look at it globally. And obviously this funding pool that we have is really small, so that needs to be expanded, but we also then need to expand the kind of countries that are being funded when it comes to anti-FGM work. And I'm particularly thinking of a lot of countries in Asia and the Middle East, where like in recent Is it me or from you are back? We had lost you for a few seconds, Divya. Okay. Can you hear me now? Yes. Yeah, so I think we're really far behind from the African movement in terms of ending FGM. Like in a lot of countries in Asia, it's still starting. But like we know, like in India, in Malaysia, in Singapore, you know, in Iran, the UAE, like there's so many countries in Asia and the Middle East where it's happening, but like there's hardly any work being done and there's little to no funding. So we need to make sure that the funding is also global and it covers these countries as well. Yeah. True. And as far as the organizations, the small organizations that we are, I mean, Equality Now is not a small organization, but I'm saying the people who work on the grassroots level, I think the ones who are your collaborators, right, who work on the ground. Is there anything at all that you'd like to tell them, or any other better strategy maybe to get better funding? Yeah, I mean, I don't think I'm the best person to do that. Like you said, I don't work for a small organization, so maybe they would have a better sense of what works. But that is something that we try to do always, is collaborate with grassroots groups. So I think one thing we, as an international organization, we make sure that we're never working alone. Like we do all our activities in partnerships with local groups, and definitely, you know, sub-grant to them as well whenever possible. And I think maybe some of the stuff that we've heard in session also for us to keep in mind, to make sure that everything is like jointly developed and it's coming from both people, and we have the shared vision instead of trying to impose on people. Yeah.
I think this fits probably well with what Esther said at the beginning. She said, you know, the work that we do is so vast, it's big, it's huge, and it's so important. You can't do it alone. So you have to be able to create these partnerships. It doesn't just have to be about money. It has to be about building your systems also, or contributing to the movement in general when you work with other people. Ramatoulaye Diallo, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez une ou deux choses à partager sur justement notre sujet? Et parce que il reste que vous en fait que je n'ai pas encore entendu. Ensuite on parle avec Aïssatou. Ramatoulaye? Ramatoulaye, est-ce que vous m'entendez? Bon, peut-être elle va nous parler après quand elle revient, ou je ne sais pas ce qui se passe peut-être avec son Internet. Alors, vas-y, Aïssatou. OK. Et je voudrais poser des questions parce que j'ai écouté, c'est toujours sur le financement que je vais attaquer parce que c'est là-bas notre point faible, qu'on n'arrive pas à trouver des fonds et tout ça là. Et à Stéphanie, et si elle voudrait bien nous connaître aussi, et ça sera un grand plaisir pour qu'on puisse partager avec elle. Et on est très petite, oui, mais on a des grandes idées et on a des grands projets. Et avec l'aide de l'air, on veut qu'ils nous forment et pour qu'on puisse atteindre notre objectif, surtout en Espagne ici, parce que je ne sais pas s'ils ont collaboré avec des gens en Espagne. Si c'est pour les langues, parce que l'Espagne, ce n'est pas la francophonie, l'Espagne, c'est l'espagnol, l'espagnol. Et j'aimerais savoir un peu si elle a travaillé sur l'Espagne ou si elle n'a pas pensé pour travailler pour l'Espagne. Et aussi, on a des projets pour la Guinée aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'ONG en Guinée et tout ça là pour travailler sur la mutilation génitale féminine. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est différent en Guinée qu'on va faire. C'est très différent avec ceux qui sont en train de travailler. Et avec ça, on peut atteindre au cœur de toutes les filles, là, les petites filles, et au cœur de la maman aussi. Et tout. Et notre objectif, c'est ça. C'est d'atteindre maximum potentialité, d'oublier la mutilation génitale féminine. C'est la question que je pose à Stéphanie. Merci Aïssatou. Donc, je vais essayer de vous répondre. Actuellement, OSC c'est complètement concentré sur le sud, ce qu'on appelle le sud, c'est-à-dire les pays africains, d'Asie, enfin pas d'Asie, d'Amérique et puis d'Océanie qui parlent français. On n'a pas encore porté nos actions vers les organisations qui sont basées dans les pays occidentaux. Mais pour ne pas vous cacher, c'est dans nos objectifs. En tout cas, si vous avez des activités en Guinée, OSC, vous êtes totalement ouvert. En tout cas, pour les activités en Guinée actuellement. Donc, voilà. Donc, c'est comme je l'ai dit, il y a des appels à projets. Par exemple, soit il y a des appels à projets, soit on vient directement vers vous. Mais vous pouvez commencer aussi à faire on appelle une candidature spontanée en expliquant qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous aimeriez que OSC vous appuie. Et nous, au cas par cas, et après, malheureusement, les ressources sont aussi un peu faibles vers nous. Donc, nous aussi, on lance un appel auprès des philanthropes et des personnes qui veulent investir et qui veulent être sûrs que leurs investissements vont vraiment aller vers les localités. Et du coup, voilà, donc je vous invite à faire cette candidature spontanée déjà pour vous présenter et voir ce qu'on peut faire lorsqu'il y a un appel qui sort. Merci beaucoup. J'ai partagé à Marianne et Cynthia nos contacts, nos réseaux sociaux et surtout notre site où vous pouvez aussi voir ce qu'on fait et comment nous contacter. Thank you, Steffi. Definitely, we will share it with our members. But I think there will be a lot of, requests in your side.
C'est ça. Et le prochain congrès, on sera présent aussi, même si on vient de l'Espagne. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. Le forum francophone international, c'est pour tous les francophones. Et quand j'ai dit, on espère ouvrir aussi pour la diaspora et autres. Donc, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dates. D'accord. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup tout le monde. Hannah, you're the only one here who is remaining who's not maybe conversant in French, but the conversation between Aissatou and Steffi was really about understanding the funding and the nature of funding from Hueste, which is the organization that Steffi works with. So basically, Steffi was telling Aissatou, if you have activities that are being implemented in the Francophone, well, Africa, or those French-speaking countries in the South, in the global South, then that is the focus of Huese. And she was just inviting her to introduce herself and talk about her work so that they know what to do in the future. So really, I mean, I'm glad it wasn't a huge forum as you have seen, but I really loved the quality of the conversations. It felt like, you know, a fireside chat kind of thing where we were close by, the languages kept changing, but I really hope we got the big idea that funding is getting smaller, the small organizations are being kept in the corner, but not everything is lost, because we have learned about strategies, working together, working in partnerships, knowing where the money is. And then something that Aissatou said, being determined to make it work and knock at all doors. And that is a big takeaway point for me. Another takeaway point for me is from the Huese side, when they say, listen, even if you have an idea of what kind of sector you work in, do not limit yourself in that sector. Have a bigger vision of where the fund could be coming from. Don't just go to people who said they fund FGM. You can go to people who fund women's rights or human rights, or, you know. And then the last one was, I think, definitely from Esther, who said, the work that we do is so big, it's so important, and you can't do it alone. That's why it's important to work in partnerships. Really, that's a big takeaway point for me. Thank you so much. Merci beaucoup, Fondation DG. We can't wait. On veut vraiment entendre ce que vous faites et comment vous le faites. Merci beaucoup, Ramatoulaye Diallo. Tu es la seule personne qui ne nous a pas parlé. On n'a pas vraiment entendu, mais peut-être que vous avez des problèmes de réseau de votre côté. Thank you so much, Hannah. Thank you, Marianne. Thank you, Bea. Thank you, Steffi. Thank you, Aissatou. I'm really, really happy. La parole, la dernière, c'est à toi, Marianne. Yes, Hannah, are you there? Yes, I think so. Yes, we just have two more information to share with you. On the 1st of December, the CoP, the CoP MGF, IDOS, and the FGM European Network, in collaboration with UNICEF, we also organize a webinar. Indeed, UNICEF had produced an offshore paper on innovative financing to ending harmful practices, such as early forced marriage and female genital mutilation. And this will be the opportunity also for the member of the community of practice on MGM to learn about this document, but also to address any questions to UNICEF. So this is the first information. So on the 1st of December, you will receive the invitation. And then the second information is on the 2nd of December from 2 p.m. to 3:30. There will be a medical webinar will be organized on the defibrillation. So this webinar is a part of the next thematic discussions on the, care services for survival. So please share the information with your partner in the health sector, because it's a training on how we can on defibrillation, and so there are the two information. So Cynthia, I give you back the floor. If I can translate in French,
Donc, j'ai deux informations à vous communiquer. Le 1er décembre, la communauté de pratique sur les MGF, en association avec IDOS et le réseau européen FGM et UNICEF, va organiser un webinaire parce que UNICEF a publié un option paper sur le innovative financing, sur le financement innovant pour mettre fin aux pratiques néfastes comme le mariage forcé, les MGF, et dont l'objectif pour eux, c'est de venir présenter ce papier à la communauté de pratique sur les MGF. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour nous, pour les membres, de pouvoir adresser toutes les questions techniques sur ces mécanismes de financement à l'expert d'UNICEF qui présentera ce papier. Ensuite, la deuxième information, c'est que le 2 décembre, de 14h à 15h30, la CoP organise un webinaire médical sur la désinfibulation. Donc, c'est un webinaire qui est adressé au secteur de la santé. Donc, invitez tous vos partenaires du secteur de la santé à s'inscrire à ce webinaire. Ce webinaire sera donné par le docteur Abdul Kadir, qui est gynécologue. Donc, vous recevrez les invitations par mail d'ici quelques temps. Merci, Cynthia. I give back the floor to you. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much for coming. If I can have Hannah, are you camera ready so that I take a picture or no? No, I'm camera ready. You can take my picture. Yes, thank you. Also, Abdul, est-ce que vous pouvez mettre votre photo, mettre la caméra, comme ça je prends une photo de groupe. Est-ce que vous m'entendez? Oh, peut-être qu'il est parti. Bon, c'est pas grave. Ah, ça vient. Super. Bon, je prends une photo alors. Tout le monde sourit. Thank you. Thank you so much for finding the time. Okay. See you next time. And don't forget to join us at the COP. Please go to our website, www.copfgm.org, and then click on join so that we can have you on the group and we can be sharing this kind of information all together. Thank you. Thank you too. Bye-bye. Bye, everyone. Thank you. Bye.